Ma Royal Oak en 36 mm, c'est celle que Gerald Genta aurait dû sortir en 1972 à la place du 39. Salut Julien, ça va? Salut, ça va Xavier? Ouais, comment on se retrouve? Bah ouais, après la Sea Dweller, autre chose. Voilà, donc on avait bien compris que tu étais un peu excité et que tu aimais bien changer de monde, donc tu as changé, c'est ça? Exactement, ouais. Alors, je suis passé sur autre comment chose. Alors là, c'est la 14790 Royal Oak, donc de chez Audemars. Donc un peu plus prestigieux que Rolex à mon sens, ouais. Et donc en format un peu plus réduit aussi. Mais format qui est franchement à mon sens parfait. Maintenant je pense que la mode revient petit à petit au modèle un peu plus élégant. Tu démarres plus fin. comme une bête les amis, c'est incroyable. Là, je le branche, Julien il a démarré comme un la dernière fois. Eh ouais, alors est-ce que tu peux nous la montrer d'abord? Ouais, alors. Il l'a amené les gars, c'est beau ça, c'est bien. Est-ce que toi tu peux m'échanger la tienne alors dans ce cas-là? Changer, je sais pas, mais on peut faire un prêt temporaire. Et oui, belle Royal Oak les amis, plus petit format bien évidemment que la mienne, mais elle est même microscopique, c'est quoi? C'est pas vraiment une Royal Oak ça, si? Si, c'est un 36 mm Royal Oak. C'est donc une montre qui est sortie de mémoire dans les années 80-90. Enfin peut-être des années 90, j'ai pas la date exacte. Cette montre là du coup elle est en 36 mm, mais beaucoup de gens le disent et moi je peux le confirmer sans problème, c'est que grosso modo ça équivaut en vrai à une quarantaine de millimètres chez Rolex. Ça fait une Datejust quoi, une Datejust en 40 à peu près, ouais 40-41. Franchement ça fait une Rolex un peu moderne en termes de taille, mais je trouve que ça rend super bien. Moi j'ai un poignet de 17,5 cm et franchement je trouve que ça tombe nickel. C'est un métronome quoi. Je veux dire un scientifique, le gars il a pris toutes les mensurations, c'est absolument magique. Mais elle est plus petite que la mienne est en 39, donc celle-là est en combien? Elle est en 36 mm. 36 et mais pourtant oui, mais c'est le rendu que ça donne un petit peu si tu veux. Quand tu vas chez Rolex et que tu prends une Submariner, honnêtement en termes de taille, c'est pas tout à fait la même chose, les carrures etc ne sont pas la même, mais ça fait un peu la même chose quoi. Le rendu est un peu similaire. Ouais, bon ok. On avait bien compris lorsque tu étais passé dans Petite Montre entre amis que tu étais chaud, en fait tu nous avais dit, tu nous as pas flûté, c'est bien ça, tu nous avais dit que tu allais changer et que tu pensais à la Royal Oak. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu t'es décidé? Bah alors en fait, moi je me suis renseigné un petit peu sur ce qui était possible de faire avec le prix de revente en fait, en moyenne des Sea Dweller comme j'avais. Ouais. Et il s'est avéré que sur cette Royal Oak en 36, c'était possible. Je dis bien c'était parce que même si c'est très récent, le marché oblige, la cote est déjà en train de s'envoler et donc c'est une montre qui fait que monter en valeur. Mais à l'époque c'était relativement abordable pour ce que c'était. Tu l'as payé combien? C'est une montre qui était vendue par le vendeur 3200. Bon, moi j'ai fait un petit échange, donc j'ai grappillé. Non, pas 3200. 13 200. Ah oui. 3200, je pense qu'on en aurait tous une. Non, c'est beaucoup d'argent, 3200, mais 13 200, ça allait encore plus. C'est encore plus. Non, mais attends, par contre, ta Sea Dweller, elle vaut pas ce prix-là. La Sea Dweller valait, maintenant ça a augmenté pareil, Rolex oblige, mais ça valait, 10 500, 11 000 et donc j'ai fait le complément, mais au final sur les 13 200 qui étaient demandés par le vendeur, bon j'ai gagné un petit peu avec l'échange, même en apportant une soult j'ai gagné un petit peu. Ouais. D'accord, ok. Donc tu passes d'une montre que tu aimais beaucoup, que tu as très bien décrit d'un point de vue technique et tout ça dans son positionnement, produit peu d'années, mais quand même une montre. Je vais vous chauffer les amis, vous savez, une montre sacrément bestiale. Ouais. Et là, tu es allé sur le sport chic. Exactement, ouais. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Non, alors pour moi, il y a vraiment des points communs. Non, mais il y a des points communs super intéressants. C'est que pour moi, la Sea Dweller, c'était authentique tout en étant moderne. Ouais. Celle-ci, bon, le look reste moderne, mais c'est surtout pas ça. C'est que pour moi, celle-là, pareil, est authentique. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur le fleuron d'Audemars, la fameuse Royal Oak. Ouais. Et toujours dans un format, alors qui n'est pas le format de base, puisque normalement elle est en 39, mais là 36 mm, en fait, ça rend tellement bien que pour moi, on est encore dans de l'authentique, dans du parfait, et pour moi, il y a des points communs quand même. Non mais attends 2 secondes, t'imagines là, tu te pointes avec une Submariner en 36, tu te fais insulter. À Submariner en 36. Alors que là, tu te fais pas insulter avec ta 14790. C'est une Audemars quand même. Mais parce que l'Audemars Piguet Fans, il y en a pas où il est pas connu, où il ferme sa gueule. Le Rolex Fans, il est connu, c'est un mec qui est chaud, quoi. Je veux dire, c'est vrai. Il est chaud comme Julien, le Rolex Fan, etc. Elle a l'air assez plate, extra plate non, assez plate, fine. Je vois le bracelet qui est plus fin que le mien. Oui. Sur la 15300. Ouais.
Tout ça, ça faisait partie de ce que tu recherchais? Absolument. Ou c'était une 15-300? Absolument. En fait, le problème, bon, je l'apprends à personne, la 5402, les premières séries de Royal Oak de 72, c'est un tout petit peu trop cher. Ah oui, carrément, oui. Et en fait, finalement, honnêtement, celle-ci, pour moi, c'est la même chose, en plus raffiné, plus élégant et un tout petit peu plus petit. Ok, mais sur mon poignet, je trouve ça nickel. Ouais, c'est beau ça. Donc pour moi, il est complètement c'est le bon dingue. plan. Ouais, il est complètement... Non mais c'est le bon. Pour moi, c'est le bon plan quoi. Ouais, mais attends, je reviens sur ce que tu dis. La 5402, d'accord, mais ok, peu importe les différences de taille. C'est une montre vintage. Bon allez Julien, là il y a un mec qui est en train de polir un boîtier là. Franchement, il est en train de la passer à la sableuse. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Ce que je te disais, c'est qu'une 5402, c'est vintage. Ouais. Là, ta Sea Dweller précédente et celle-ci, on est globalement dans des montres neuves ou à peu de choses près neuves, quoi. Donc tu te verrais toi aller dans le vintage? Alors le vintage, moi je suis absolument fan, que ce soit Rolex, que ce soit n'importe quelle marque, je suis ultra fan. Mais le problème en fait, c'est que déjà, bon, pour s'assurer d'avoir un beau vintage, faut quand même s'y connaître. Et c'est surtout que quand on veut un vrai beau vintage, avec mon petit côté maniaque qui veut que j'ai le full set et machin et compagnie, ouais, mais là, tu les prix s'envolent. Bah oui, c'est ça, c'est pour ça. Bah oui. Et moi, il faut bien préciser aussi, comme à l'époque de la Sea Dweller, je suis un petit peu sur une collection unique quoi, d'une montre, alors que certains n'appellent même pas une collection, ce que je peux comprendre. Mais le problème, c'est que automatiquement, avoir un vintage toute la journée de montre de 1960, on fait pas forcément attention et ça peut peut-être tourner au vinaigre plus vite qu'avec une montre moderne qui est sous garantie. Quoi. Ouais. Alors, ok, ça marche. Moi, j'ai l'impression quand même que tu n'es pas complètement prêt, mais que tu es prêt déjà à faire tourner tes montres. Quoi. Parce que ce qu'on a compris quand tu étais passé dans Petite Montre entre amis, c'est que, comme tout le monde d'ailleurs, hein, on s'achète une montre, on pense déjà à la suivante, mais toi, tu penses et tu passes à l'action très très vite. Quoi. Ouais. Donc où t'en es dans ta relation avec cette Royal Oak là? Alors à l'heure actuelle, cette Royal Oak j'adore. Ouais. Cet exemplaire que je possède est superbe. Oui. Mais c'est vrai qu'à la base, moi, ce qui me plaît vraiment beaucoup à chaque fois, c'est d'avoir un set qui est le plus complet possible. Celle-ci, je dispose de l'extrait d'archives et de toute façon la montre a été authentifiée chez Audemars Piguet eux-mêmes, donc il n'y a aucun souci sur ça. Mais disons qu'il y a eu une petite inflation qui fait que je me suis dit je vais vendre celle-ci et racheter la même, peut-être avec un cadran foncé mais full set, sauf que les prix s'envolent et maintenant grosso modo pour avoir une vraie belle 14790 comme celle-ci, c'est grosso modo 20 000 euros quoi. Donc c'est un peu plus compliqué en l'espace de quelques mois. Ouais, là on te reconnaît en fait, c'est le passionné mais qui veut pas perdre d'argent. Ouais, exactement. Mais est-ce à dire que tu es déjà en train de réfléchir à sa remplaçante? Ouais. Un peu. Je fais que ça en fait. La vache. Honnêtement, les montres. Attends, mais tu bosses pas quoi? Ah si, t'es étudiant. En fait, tu fous rien quoi. C'est ça. Non mais honnêtement, en plus, non mais c'est vrai, je vais pas faire comme si, ça sortait des choux. Mais franchement, je pense que quand on est un petit peu malin, et c'est ce que j'essaye de faire au maximum avec les montres, il y a quand même moyen de se faire des fois des plus-values intéressantes et de toujours gravir les échelons. Après, forcément, il y a toujours des apports, des soultes à mettre, etc. Mais il y a des belles choses à faire dans ce milieu-là. Ok, alors, tu sais que tu es obligé quand même de nous dire quel est le petit détail que tu préfères dans cette montre. La finesse. Oh, le mec, putain, mais il a bossé, on a l'impression qu'il est passé au jeu de 20 heures il y a quelques années, il est fort ce Julien. Ok, la finesse. S'il y avait un truc que qui t'a déçu, mais que tu aimerais bien qui progresse. Je cherche les mots, mais l'aspect. Tu n'es pas obligé de nous sortir une punchline. Non. Hein. L'aspect peut-être un peu des fois quincaillerie du bracelet. Ouais. Sur cette référence qui est petite. Ouais. Le bracelet qui, si on prend la montre comme ça pour l'agiter un peu, quand on vient de la voir et qu'on passe d'une Rolex à ça, on se dit merde quand même c'est une Audemars. Ouais. Non, alors c'est solide et très très bien fait, mais je m'attendais peut-être pas à ce que le bracelet fasse aussi. C'est pas cheap. Ouais. Mais c'est pas du standing que je l'attendais. Et par exemple sur ta 15300 à toi, on sent que c'est quand même plus moderne et encore plus solide quoi. Ouais, et on se dit voilà. Il y a une différence, c'est que sur la 15300, il y a une boucle déployante en papillon, avec à l'intérieur de la boucle le visuel des lettres A et P comme Audemars Piguet les amis. C'est pas très compliqué à comprendre. Ok, ça c'est pas mal ça, Julien. Donc en fait, dès que tu t'es rendu compte, ah ça y est. Ils ont fini de polir le boîtier de la Daytona. Bientôt sur le marché, sur Chrono 24. Voilà, encore une belle Daytona qui n'a jamais été polie, qui arrive. NOS, c'est ça. Ah, c'est beau. Vous voyez, c'est ça les amis d'Ali Chouk, on rigole, on parle de choses franchement complètement secondaires. Une montre, c'est quand même pas le truc le plus important dans la vie, mais qu'est-ce que c'est passionnant. Voilà, exactement, c'est ça. Qu'est-ce que c'est passionnant d'en discuter. Donc, dès que tu t'es rendu compte
qu'elle avait pris de la valeur. En fait, tu te dis que c'est le moment de réaliser cette plus-value, non pas pour prendre le pognon, mais pour changer de montre et progresser. Ah non, mais alors c'est ça en fait, c'est qu'il y a toujours la plus-value, mais toujours je rajoute derrière et entre guillemets je monte en gamme. Parce que surtout sur quoi je table après, on ne peut pas forcément dire que c'est de monter en gamme, c'est de monter en prix, mais pas forcément de monter en gamme. Ouais. Mais pour autant, voilà, c'est un peu le principe. Ouais. Mais c'est pas que je m'en suis lassé, mais c'est simplement que je voulais reprendre la même avec un full set et un autre cadran, mais trop cher. Trop cher pour un 36 mm quand même si je trouve que c'est très bien, tu vois, quand là j'étais à 15-300 au poignet, on sent quand même la différence et c'est un peu embêtant de se dire que pour ce prix-là, bon, c'est ça. Et puis après, est-ce que le marché suivra? C'est ça, parce que là c'est un 36 mm, les prix atteignent des fois, là j'en ai même vu partir une qui était, alors celle-là, mais quasi neuve, quoi, vraiment le vrai neuf. Ouais. Mais elle est partie, je crois, elle était affichée en tout cas à 24 500, mais à ce prix-là, on a une 15-300, quoi. Et c'est pas la même chose quand même. Donc, oui, enfin, je te rappelle quand même que oui, la 15-300 est plus vendue en neuve. Hein. Oui, c'est ça. Mais quand elle était vendue à 11 000 euros. Tu vois, là on rentre un petit peu, les amis, dans le délire aigu du truc. C'est ça. Écoutez les guys, écoutez les amis, j'espère qu'on s'est bien régalé, que Julien vous a convaincu quand même qu'il aimait cette montre. Elle est absolument magnifique. Moi, mon petit doigt, Julien, je ne sais pas ce que tu en penses, mais mon petit doigt me dit qu'il ne va pas tarder à revenir parce qu'il va passer à l'action là. Je le sens quand même un peu, il est chaud bouillant. On peut rien lui cacher, Xavier. Et il reviendra pour un prochain Treatwatch, les gars, avec une autre montre à présenter. Si vous voulez participer, c'est super cool, c'est super simple. Un petit mail sur contact@dalichus.fr, comme l'a fait Julien, et puis je vous accueille. On trouve un endroit pour faire un petit reportage, soit dans le fameux canapé de petites montres entre amis, ou alors dans la rue, dans un jardin comme on est là. Julien, à bientôt. Ouais, à bientôt Xavier. Allez, salut les amis, ciao.